Ouais, du coup, tu me disais que tu avais tradé manuellement pendant des années. T'as un screener, ça fait des années que tu as ça. Euh, Ça a été quoi, toi, ton déclic pour te dire, ben voilà, je vais coder ma propre stratégie, mes propres convictions et laisser faire la machine à ta place? Ça faisait longtemps que j'y pensais, parce que, comme tu le sais, j'ai un frère jumeau qui travaille dans la finance et qui lui s'occupe de coder pour un très gros fonds d'investissement qui pèse 230 milliards. Donc je me disais que moi j'avais les compétences en trading, en stratégie, en gestion du risque et que lui avait les compétences pour coder. Donc ça a toujours été une envie, mais ça s'est concrétisé que dernièrement, il a fallu que chacun monte en expérience et avoir à peu près 5-10 ans dans notre domaine d'expertise pour pouvoir commencer à vouloir faire des choses ensemble. Et puis après, alors, tu sais, moi je suis une fouine sur les réseaux sociaux, je trouve toujours les traders de qualité qui sont assez discrets et qui n'ont pas de visibilité, contrairement aux traders, aux pseudo-traders sur les réseaux sociaux qui montrent du luxe ou des choses comme ça, un lifestyle assez fou. En général, c'est plutôt tout l'inverse, malgré que quand même il y a certains traders qui sont extrêmement riches et qui ont quand même un lifestyle de fou. Mais du coup, j'ai cette faculté, cette envie de dénicher toujours des meilleurs traders pour ben, tout simplement apprendre de leurs compétences, de leur savoir et toujours m'améliorer. Ça, je pense que c'est une qualité qui est hyper importante. Ne pas se reposer sur ses acquis et aller chercher de l'apprentissage, des notions, des compétences sur des gens qui sont meilleurs que soi. Donc je fouine en fait, notamment sur Twitter. C'est un peu mon repère. Ok. J'ai un petit compte qui est caché et on ne sait pas que c'est moi. Et en général, je trouve des très très bons traders qui du coup partagent énormément de choses et j'ai découvert l'automatisation via certains traders et j'ai vu leurs résultats, j'ai vu leur process et je me suis dit, oh punaise, ils font quand même beaucoup d'argent avec un process qui est relativement simple. Là où ils sont bons, c'est qu'ils laissent leur process s'appliquer puis ils prennent du risque, forcément. Donc des mecs qui ont transformé, je sais pas, moi, 10 000 dollars en 7 millions de dollars en 3 ans, quoi, par exemple, tu vois, Ok. ou en 2 ans. Donc je me suis dit, en fait, j'avais toujours ce biais en tête que je pensais que l'automatisation était réservée uniquement aux fonds d'investissement. Mon idée, elle n'est pas fausse en soi, parce que je pense que les fonds d'investissement, on ne peut pas concurrencer avec eux. Ils ont un pouvoir de frappe énorme. Ils ont des analystes, ils ont des quants, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent acheter déjà de la bonne data, acheter des quants et avoir tout l'écosystème pour pouvoir coder des systèmes soit haute fréquence ou même ben, des systèmes tout court. Hein. Je le vois, Julien, il m'a expliqué. Hein. Donc, mon frère, ils sont une société qui pèse 253 milliards de gestion, même plus peut-être maintenant. Et je crois qu'ils sont 650 employés en fees annualisés, hein, c'est à peu près entre 1 et 2% par an. Ils prennent 2 milliards sans rien faire. Alors sans rien faire, c'est un grand mot, mais ce que je veux dire, c'est que pour 650 personnes, il y a 2 milliards de revenus sans les performances, sans tout le reste. Donc ça fait beaucoup d'argent pour bah, payer des quants, payer des développeurs, des gars qui s'occupent de la cybersécurité, etc. Donc j'étais persuadé qu'on ne pouvait pas Rivaliser avec ça. rivaliser avec eux, et c'est vrai, on ne peut pas rivaliser avec eux maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses quand même qui sont intéressantes à notre échelle. C'est plutôt ça. Ok. Et du coup, ton déclic dans tout ça, ça a été bah, le fait de te rendre compte que bah, c'était pas réservé qu'aux fonds d'investissement ou c'est vraiment différent, vraiment autre chose? Non, c'est ça. Je pensais honnêtement que c'était impossible d'automatiser ou très compliqué d'automatiser des stratégies rentables. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est possible. Alors, on rivalisera jamais avec un fonds d'investissement, ça c'est Non. évident. Hein. Ils ont du machine learning, ils ont de l'IA extrêmement poussé, ils ont des modèles de fou. On peut pas faire ça, on n'est pas câblé pour, on n'a pas les finances pour. Mais par contre, on peut faire des choses quand même relativement simples qui peuvent fonctionner, qui peuvent performer relativement correctement. Ok. Et du coup, sans révéler tes stratégies ou on va dire ta recette perso, ton algo, il repose sur quel pilier? En fait, il faut comprendre comment les marchés financiers bougent. À mon sens, les plus gros edges viennent de marchés qui sont peu tradés par les institutions. Et ces actifs qui sont peu tradés par les institutions, il y a des inefficiencies, donc il y a des déséquilibres anormaux. Et nous, en tant que traders, on est payé pour rééquilibrer le marché. Donc ça va être par exemple les nano small cap sur action, ça va être les shitcoins sur crypto-monnaie, ça va être plein d'actifs comme ça, où les institutions ne peuvent pas trop se positionner parce que c'est trop illiquide. Ils ont des problèmes de liquidité, il fait bouger le marché trop fortement. Ils jouent un peu dessus forcément. Hein.
Et ils peuvent pas le faire autant que sur une grosse cap, une moyenne cap ou une méga cap. C'est pour ça que c'est très difficile de battre les fonds d'investissement, en tout cas en automatique, sur ces actifs très lourds parce qu'ils sont suivis énormément et ils sont pas lâchés d'une semelle en fait. Donc en réalité, c'est directement pricé. Dès qu'il y a un déséquilibre, dès qu'il y a une nouvelle information, des résultats trimestriels, c'est directement pricé. Et c'est difficile pour nous, avec peut-être la latence, la technologie qu'on utilise, d'arriver à faire aussi vite qu'eux. Donc je dirais en fait, aller là où la majorité des fonds d'investissement ne peuvent pas aller, ça a forcément, il y a forcément un risque, mais là où il y a du risque, il y a de la performance. Et là où les fonds d'investissement ne sont pas, il y a des déséquilibres qui sont pas encore totalement pricés, que nous on peut bien pricer. Ouais. Ok. Donc du coup, enfin si je comprends bien, que le screener dont tu parles depuis un petit moment, tu suis vraiment les fonds d'investissement et tu vas là où ils sont. Mais par contre, avec ton robot de trading, tu fais une stratégie qui est un peu différente et tu évites d'aller là où sont les fonds d'investissement, c'est ça? Pour l'instant, c'est ma vision des choses, c'est ce qui marche à l'heure actuelle. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des stratégies automatisables et rentables sur des actifs plus lourds. Maintenant, la performance sera jamais aussi importante que sur des actifs illiquides ou pas lourds. Donc ouais, aujourd'hui, c'est ça, ma stratégie, c'est aller sur des nano caps, des small caps, à l'achat, à la vente, et mais soit quand il y a un déséquilibre anormal pricé pour un retour à la norme, soit quand il y a un début de déséquilibre, essayer de le suivre. Donc voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Ok, donc tout ça, tu mets en place des stratégies en back-end, en gros, qui font que ben, ton robot va te dire, ben voilà, là tu prends position, là tu sors ta position, tu prends X% de ton capital, tout ça. C'est bien ça? Bah, tout est automatisé, donc le process avant d'arriver à l'automatisation, il est quand même long. Il faut trouver l'idée de stratégie, il faut trouver l'actif, sur quel univers d'action tu veux tester cette stratégie-là. Donc l'univers d'action, c'est est-ce que c'est des small caps, est-ce que c'est des moyennes caps, est-ce que c'est des grosses caps, est-ce que c'est toutes les actions, est-ce que c'est une partie des small caps, est-ce que c'est une partie des moyennes caps, est-ce qu'on enlève les biotech. Donc en fait déjà il faut essayer de définir ton horizon et ton univers d'action, plutôt univers d'action. Euh, alors, tu vas à tâtons ou tu pars de constats que tu as fait visuellement sur les graphiques, des constats qui sont récurrents et tu en déduis un potentiel process au début. Et après, tu confirmes ça avec la data. Donc, tu vas backtester cette information et tu vas vérifier si effectivement c'est plus intéressant de faire telle stratégie sur des small caps, sur des moyennes caps, sur des grosses caps. Et donc, après, tu vas appliquer des filtres à ton backtest de capitalisation, de volume, de prix, de volatilité, etc. Et ça va te permettre d'affiner ton backtest pour confirmer l'univers que tu avais défini d'action ou infirmer et ajuster là-dessus. Mais après, il ne faut pas non plus trop réduire ton échantillon parce qu'après, ton backtest ça serait de la suroptimisation de backtest et c'est pas bon. Ouais. Et du coup, c'est pas bon. Comment ton robot fait pour gérer la protection du capital, pour gérer le risque, pour gérer tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui a été mis en place? Ouais, en fait, il faut voir le robot de trading qu'on utilise comme un. Alors, mon frère appelle ça un bus, mais en fait, tu as plein de mini-robots à l'intérieur. Tu as un mini-robot par stratégie. Bon, d'abord, tu as un mini-robot qui va définir l'univers des actions pour chaque stratégie. Après, tu as un mini-robot qui va essayer de voir si la condition de la stratégie est remplie via l'API, donc le fournisseur de data en temps réel. Tu as un mini-robot qui va évaluer ton risque, donner la taille de position que tu dois prendre en fonction des règles que tu lui as données, etc., etc. Donc en fait, s'il y a un mini-robot qui bloque, ça coupe tout et ça n'autorise pas la prise de position. Donc en fait, c'est une chaîne de décision. Et dans cette chaîne de décision, il y a évidemment un ou plusieurs robots qui vont venir gérer le risque, confirmer la prise de position, vérifier qu'on ne prend pas position deux, trois fois sur la même action. Peu importe si c'est deux, trois stratégies différentes, l'idée c'est pas de se superposer, de superposer les setups et d'avoir une surexposition sur une seule et même action. Donc, euh, donc des fois, je pourrais te montrer, mais des fois sur l'algo, puisqu'on on a codé ça, on a codé une messagerie Discord, si tu veux, pour qu'ils nous disent, bah, tiens, pour chaque stratégie, quelle action est prise à l'achat, à la vente, avec quel risque. Et des fois, tu vois erreur, et en fait, tu as un mini-robot de cette chaîne qui dit, OK, tout était bon jusqu'à ce que je vérifie si cette action est déjà en portefeuille. Donc, si elle est déjà en portefeuille, eh bien, il refuse la prise de position pour éviter de superposer les prises de position sur une seule et même action.
Ok, donc c'est hyper fiable, quoi. Enfin, t'as pas de... Enfin, tu peux être sûr que quasiment toutes, enfin, toutes les possibilités de, entre guillemets, d'augmentation de prise de risque sont limitées. Ouais, il est peu probable que la machine fasse une erreur sur ça. On ne peut pas dire qu'elle est de zéro, je pense que c'est compliqué Pas de le dire, mais elle est minime. Elle est bien plus inférieure à une prise de décision en manuel. manuel avec un Ouais, parce humain. que Donc, manuel, t'as les émotions. Et on en parlera peut-être après. Tu as déjà parlé dans une de tes vidéos où tu as perdu pas mal d'argent suite au contexte émotionnel dans lequel tu étais. Le gros avantage des robots et des trucs automatisés, c'est que ben, voilà, il n'a pas l'émotion qui est l'ennemi numéro un en trading, quoi. ouais, il dévie pas de son plan, il exécute de A à Z, il rentre, il sort, comme le plan est indiqué sur la stratégie. Donc on est sûr d'avoir le résultat de l'edge réel. En manuel, il est probable qu'à chaque fois tu sortes un poil plus tard. Tu as cette intuition qui va te dire sors, rentre, renforce. C'est à la fois ce qui fait être unique en tant qu'humain, mais c'est aussi parfois ce qui peut causer notre perte. Et donc effectivement, le robot, lui, va exécuter et ne peut pas se tromper en taille de position. Là où il peut se tromper, c'est si on lui fournit des mauvaises informations au niveau de la data. Je sais pas s'il y a un bug informatique. On n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Et il exécute de A à Z son plan. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Et si on parle maintenant de backtest, alors on parlait en off juste avant, tu me disais que tu avais gagné voilà, 2000 € cette semaine-là. Sur certains mois, enfin en janvier, tu étais à plus 33 ou plus 37%, il me semble, si je dis pas de Ouais, bêtises. 37%, ouais. Ouais, c'était un beau mois. 37% en janvier. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus que ce que peuvent imaginer ou peuvent espérer gagner ceux qui nous écoutent avec leur livret bancaire ou même l'immobilier. Comment est-ce que toi tu backtestes tout ça? Et sur quelle période tu as testé tous ces résultats avant qu'aujourd'hui ce soit solide? Alors, je backteste sur 5 ans. Je vois pas trop l'intérêt de backtester sur plus longtemps parce que le marché il évolue. Ne serait-ce que sur 5 ans, on voit vraiment la différence entre 2020, 2021 et 2023, 2024, 2025. Et en tout cas sur les small caps, il y a eu un changement de comportement à partir de 2023. Mhm. Je vois pas trop l'intérêt de backtester sur 15 ans. Je pourrais le faire, mais honnêtement, le marché évolue, les réglementations évoluent, notamment sur les small caps. On a une règle du PTD, Pattern Day Trading, qui va être enlevée au mois de juin. Donc là aussi, ça va donner peut-être sûrement plus de volatilité. Donc on n'aura pas le même marché qu'on avait les mois et les années précédentes. Donc le marché évolue, je vois pas trop effectivement l'intérêt de backtester sur trop longtemps. Ma façon de backtester, elle a évolué. J'en suis à la troisième version et je pense que ça va continuer comme ça, d'évoluer au fur et à mesure que je m'intéresse, je découvre des façons de faire, des façons plus simples, plus automatisées. On a commencé au début par quelque chose de simple. Je donne une idée de setup avec des règles à mon frère. Il extrait cette data d'une API, hein, donc on n'a pas parlé de l'API, mais pour faire des backtests et avoir un robot qui tourne, il faut une API, c'est-à-dire un fournisseur de data fiable qu'on paye, je crois 200 $ par mois, et qui nous permet d'avoir accès à de l'information et de la data passée pour faire nos backtests et de l'information à l'instantané pour exécuter notre robot si la stratégie est remplie. Donc on utilise cette API pour aller chercher de l'historique sur toutes les actions américaines et faire nos backtests. Donc je disais à mon frère, bah, tiens, essaye telle stratégie avec tel réglage. Il m'extrait tous les setups et tous les trades sur les 5 dernières années de cette stratégie-là. Et ensuite, on faisait une matrice 2D assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de critères de volume, pas de critères de prix, pas de critères de volatilité, pas de critères de capitalisation, etc. Pas de critères de tout ce que tu veux. C'était simple, c'était binaire, c'était une stratégie et on testait quels étaient les réglages entre stop loss et, euh, et entre stop loss et take profit, quelles étaient les meilleures combinaisons. Et donc, si tu veux, ça faisait une matrice rectangulaire avec un stop loss à 5%, 10%, 15%, 20%, etc. Et pareil, take profit dans l'autre sens, 5, 10, 15, 20, etc. Et donc, on pouvait, en fonction de ce backtest-là, de cette matrice 2D, identifier eh bien, où est-ce qu'était l'espérance de gain la plus importante. Du coup, comment toi, tu as mis en place le fait que ton algo s'adapte au marché? Concrètement, avec le Covid, il y a quelques années, tu vois, qu'il y a eu un énorme crack et après c'est remonté. Et là, typiquement, pour ceux qui sont les plus inquiets du nouveau virus qui est en train d'arriver là, comment toi, tu as fait en sorte
de régler, entre guillemets, ton algo pour qu'il s'adapte au marché? Alors, mon algo, on n'est pas comme sur les fonds d'investissement avec du machine learning, etc. Il va pas s'adapter tout seul. Il va exécuter la stratégie. Tant que je modifie pas la stratégie, il va exécuter. Peu importe ce qui se passe dehors, il peut y avoir une guerre, lui, il va exécuter sa stratégie. Encore faut-il qu'il y ait de l'électricité et de la connexion, mais sinon il va exécuter. Non, après, c'est à moi de surveiller, de continuer d'observer mes backtests. Donc, si tu veux, euh, Julien continue de m'envoyer de la data qui répond à mes stratégies, et comme ça, je mets à jour mes backtests en 2026, au mois de janvier, février, mars, avril, etc., pour pouvoir continuer de voir si la stratégie, elle fonctionne. Et, euh, et après, c'est à moi de m'adapter, de faire des réglages, peut-être, si je vois un gros changement de résultat sur la stratégie. Après, je pense que la stratégie, c'est inhérent au comportement des marchés financiers, donc je pense pas qu'elle disparaisse, mais par contre elle peut évoluer, l'horizon de temps peut évoluer un petit peu, peut-être qu'on est sur de l'intraday, on peut peut-être passer sur du swing, parce que peut-être c'est plus difficile en intraday, mais si tu veux, l'idée reste la même. C'est après à moi d'étudier ce backtest qui est mis à jour toutes les semaines et de voir si ça continue de faire de l'argent ou si ça continue d'avoir les métriques habituelles ou si on est vraiment sur une chute et il faut faire quelque chose, quoi. Ok. Donc, ouais, ok. Donc, en gros, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait des œillères et il se concentre que sur ce que tu lui as dit. Il s'occupe pas du monde extérieur. Ouais, c'est pas comme les institutions qui elles ont des algos, des modèles qui apprennent en temps réel du marché et des conditions et qui s'adaptent en fonction de ça. Non, moi, vraiment à moi de faire des mises à jour et à moi de suivre les backtests. Et par exemple, il y a des stratégies qui n'étaient pas rentables, c'est 2021, 2022, 2023, qui commencent à être rentables depuis juste 2024 ou 2025, tu vois. Ok. Donc, j'ai pas forcément hyper confiance dans ces stratégies-là, mais je me dis que potentiellement, c'est une nouvelle façon, un nouveau comportement du marché, et notamment une stratégie là qui paye plutôt bien cette année, qui m'a fait gagner 10 000 $. Eh bien, elle n'était pas rentable dans les années précédentes, tu vois. Donc, est-ce que c'est une anomalie ou est-ce que c'est un nouveau comportement qui va perdurer dans le temps? Ben, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais du coup, je la traite pour l'instant, mais je fais vraiment attention à ce que ce soit pas juste un coup d'éclat une fois, et puis voilà, quoi. Ok, tu vises quand même long terme. Pardon. J'essaie que la stratégie, ben, elle tienne. Mais après, c'est évident qu'il y a une érosion de chaque stratégie. L'edge, il se déplace, il diminue, et c'est à nous de nous adapter. Et qu'on le veuille ou non, l'edge, il est en train de s'éroder. Donc, il faut trouver d'autres façons de l'exploiter, d'autres façons de le trouver s'il est ailleurs, etc., etc. Ok. Et du coup, est-ce que toi, tu interviens manuellement pour soit des fois couper le robot, ou est-ce que tu le laisses tourner 24 heures sur 24, on va dire, en confiance absolue? Non, je ne le coupe pas. Il s'allume le matin, il se ferme le soir, une fois que les marchés sont fermés. Il fait le récap des positions, il fait le récap du PNL, il fait le récap du capital. Euh, j'ai rien à faire si ce n'est vérifier que l'API, les serveurs soient toujours connectés. Et voilà. Ok. D'accord, ouais, donc c'est vraiment full confiance et t'as confiance en tes strats, t'as confiance en ton plan et tu laisses tourner, quoi. Ouais, après, ça veut pas dire que je suis pas là en train de regarder. Tu vois, ça veut pas dire que je suis pas en train de regarder ce qu'il fait, de surveiller. J'y Ouais. touche pas, mais je le surveille. Ok, ouais, mais c'est important. Parce que laisser son argent, peu importe, je sais combien t'as mis, je sais pas si tu veux le dire, mais laisser autant d'argent enfin, ce montant d'argent sur un robot ou bah, qui peut tout perdre, il faut avoir bah, confiance, quoi. Donc c'est assez intéressant. Euh, Comment tu gères les frais de courtage? Est-ce que, bah, tu vois, enfin, on sait que les frais de courtage, ça peut grignoter un peu la rentabilité. Comment tu gères ça? Est-ce que c'est aussi inclus dans la réflexion de tes stratégies ou pas? Alors ouais, tout à fait. C'est hyper important de prendre en compte les fees, quels qu'ils soient, parce qu'il y en a plusieurs et ce ne sont pas les mêmes en fonction si tu fais de l'achat ou de la vente. Ce ne sont pas les mêmes si tu travailles des small caps que des grosses caps. Donc en fonction de ta stratégie et ton univers d'action, tu as plus ou moins de fees. Par exemple, à l'achat, tu as très peu de fees, très peu de slippage sur les méga caps, les moyennes caps. Il y a juste les commissions qui peuvent impacter un peu ton trading et encore que. Sur les small caps, tu as déjà plus de slippage. Et si tu es acheteur, tu as du slippage et des commissions. Si tu es vendeur, tu as différents fees, notamment le locate, c'est-à-dire tu réserves
les actions que tu vas vendre à découvert, et ça, tu vas payer ce locate. C'est un montant sur chaque action. Donc, ça va te coûter peut-être 0,5-1% de ta mise de départ sur chaque trade, parfois plus. Tu as les borrow fees, c'est-à-dire le taux d'emprunt annualisé. Si tu trades une seule journée, bah, tu vas payer ce taux d'emprunt divisé par 365 et toutes sortes de frais. Donc la vente à découvert sur des small caps, c'est un trading qui coûte extrêmement cher. Et donc, dans mes backtests, je vais le prendre en compte. Si c'est à l'achat, je vais mettre moins de fees, ce qu'on appelle un efficiency ou un malus. Donc, je vais appliquer un malus à chaque trade pour se rapprocher de la réalité, voire peut-être aussi construire dans l'échec. C'est-à-dire, même si je fais un malus plus élevé que la réalité, ben, je peux être que agréablement surpris. Je veux pas être surpris négativement. Donc toujours mes malus sont toujours plus importants que la réalité en règle générale. Donc ça, Ok, je l'inclus dans le backtest. ok. Je vais soustraire pardon, ce malus, cette efficiency que je définis en fonction du sens et du type d'action que je traîne. Et ça va me donner un résultat du backtest ajusté à des potentiels fees que j'ai quantifié. Et ça, c'est hyper important parce que des stratégies rentables, il y en a plein sur le papier, mais dès que tu soustrais les fees, il n'y en a plus beaucoup. Bah, c'est pour ça, au moins tes backtests sont au plus proche de la réalité, quoi. Même si forcément t'es pas au centime près, parce que de temps en temps il peut y avoir des choses que tu contrôles pas, Ouais, mais ça se rapproche quand même énormément de la réalité. ouais, j'essaye, je mets des fees bien plus élevés que ce qui va être réellement et ça me permet de mettre mon backtest sous pression. Et si même sous pression il est rentable, alors probablement que je tiens une stratégie qui est rentable. Mais c'est assez flagrant des stratégies rentables sans prendre en compte les fees, il y en a quand même plein. Dès que tu commences à mettre ton backtest sous pression avec des frais réels ou même un peu plus supérieurs à ce qui va être appliqué, eh bien, tu te rends compte qu'il n'y a plus grand-chose qui tient dans le positif. Et c'est là où on ne peut pas se battre contre les fonds d'investissement parce qu'eux, ils ont des deals avec des courtiers, ils font du haute fréquence, donc ils ont très peu de slippage. Pour certains, ils ont des deals avec des courtiers, ils ont des commissions extrêmement faibles. Donc là-dessus, ils nous battent. Dans Ouais. l'exécution, ils sont plus rapides. Dans les commissions, ils en ont quasiment pas ou peu. Et nous, en tant que particulier, ben, on en a forcément, quoi. Mais ça t'empêche pas de réussir quand même. Ouais, mais c'est forcément plus dur. On peut pas faire du haute fréquence, on peut pas faire du scalping. Enfin, je pense, hein, en tout cas, moi, j'ai pas ça en tête. Peut-être que c'est possible. Encore une fois, peut-être que tout est possible, mais moi, j'y suis pas encore. Et puis, le scalping, ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais. Donc, en fait, il faut peut-être allonger notre horizon de temps, Ouais, mais intraday, justement, c'est swing. parfait. Toi, tu fais la transition, c'était pas forcément pour maintenant, mais on y va. Sur quel horizon de temps tu es? Est-ce que tu es sur, tu disais le scalping, tu n'y étais pas. Sur quel horizon de temps tu as codé ton algo? Mais c'est de l'intraday, du swing de quelques jours. Tout dépend de la stratégie, c'est à l'achat ou à la vente. Euh, Voilà. En fait, je peux pas faire du haute fréquence, je peux pas faire du scalping, je pense. Même si la machine est très rapide, hein, je crois que c'est 10 millisecondes d'exécution. Donc c'est relativement court. Mais si Mm. tu fais du scalping pour aller chercher quelques écarts, quelques ticks, par exemple, déjà c'est une casse-tête à c'est un casse-tête à backtester, c'est surtout ça en fait. C'est surtout ça qui me repousse, c'est qu'il faudrait une database en tick par tick ou en, je sais pas comment on peut dire, en centime par centime. Mm. Sur les indices contrat futur, ça serait tick par tick par exemple. Et cette data, elle est extrêmement chère. Donc il y a ça aussi, c'est la data que tu as à ta disposition, comment elle t'est donnée. Est-ce que c'est du minute par minute? Est-ce que c'est du seconde par seconde? Est-ce que c'est du tick par tick? Et en fonction, plus tu veux un backtest court terme et réaliste, bah, plus tu vas payer une blinde. Ouais, c'est Donc, normal. donc moi, j'ai fait le choix d'avoir du backtest minute par minute, je crois. C'est ce que utilise mon frère, donc c'est quand même relativement lourd, mais c'est pas. Il reste encore de la data hyper précise que j'ai pas, parce qu'il faudrait avoir du seconde par seconde, du tick par tick pour vraiment avoir une data complètement complète. Mais moi, une minute, ça me suffit. Par contre, en temps réel, c'est à la seconde. Ok, ça marche. Et j'ai cru comprendre que, enfin, en échangeant avec toi en off juste avant, que d'ici quelques semaines, quelques mois, tu voulais donner accès à ce robot, alors pas aux stratégies, d'accord, mais plutôt à cette espèce au résultat de ces robots, voilà, comme une espèce de signaux, entre guillemets. Est-ce que c'est est-ce que c'est accessible à quelqu'un qui n'y connaît rien, que ce soit au code et en technique? Bah, de toute façon, si. Alors, mon objectif, c'est faire de la gestion de fonds avec cet algo.
Maintenant, en termes de régulation, j'y suis pas encore et je suis pas encore prêt, il faut que je m'y penche. Donc à court terme, j'aurais voulu plutôt rémunérer mon savoir-faire et faire profiter ce savoir-faire à ma communauté. Donc moi, je gagne de l'argent avec, mais je suis limité en capitaux, je suis limité en risques. Par exemple, j'ai souvent ou j'ai eu par le passé cette question de se dire, mais si tu as une stratégie rentable, pourquoi tu as besoin de l'argent des autres pour trader? Tu pourrais juste augmenter ton risque. Bah non, ça se passe pas comme ça, puisque tu es limité en fonction de ton capital. Si tu respectes un money management et ton risque, tu peux pas prendre 50% de ton compte en risque, c'est un Ouais, peu c'est sûr. cramer ton compte. Donc, il y a une limite pour l'instant que j'ai. Donc c'est un premier élément de réponse. Rémunérer mon savoir-faire avec des signaux, que ce soit mensuel ou annuel, etc. Ça me permettrait de faire de l'argent en plus que moi je vais réinjecter dans mon algo. Ça me permettra aussi de payer les frais, payer l'API, etc. Et puis, du coup, aux personnes qui me suivent, d'avoir des signaux en temps réel de quelle action acheter, quelle action vendre, sur un horizon qui est quand même relativement assez long pour qu'ils aient le temps de rentrer et que ça fausse pas les résultats. Pas faire du scalping en signaux, ça n'a pas de sens. Le temps que la personne reçoive le message, qu'elle ouvre sa plateforme, etc., le trade il est déjà fini. Donc là-dessus aussi, il faut être aligné, il faut être cohérent. À mon sens, il faut faire de l'intraday du début de la journée jusqu'à la close. Donc comme ça, les gens ils ont le temps de rentrer. Il y a quand même 6h30 de période intraday. Et puis après, sinon, en quelques jours, ils ont aussi le temps de sortir de position et de rentrer de position. Donc ça, c'est quelque chose que je veux faire. Moi, ça me permettrait d'avoir plus de liquidité, de payer tous les frais, comme je t'ai dit. Et puis ça permettrait aussi à ma communauté de gagner de l'argent. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences X ou Y. Les quelques démarches qu'il va falloir faire pour, par exemple, notamment la vente à découvert, qui est un peu plus complexe qu'à l'achat, eh bien, ça sera expliqué dans un PDF sur comment locate, combien locate, quel risque prendre, etc. Pour éviter de faire n'importe quoi et de cramer son compte. Donc voilà. Ok, donc pas besoin forcément de s'y connaître en trading, pas besoin forcément de comprendre les marchés, enfin de connaître, de maîtriser les marchés, mais surtout ce que tu dis là, c'est que il n'y a pas besoin d'être H24 sur son téléphone aussi et d'attendre absolument la notif, quoi. Je veux Non, dire que non. ça peut tenir pendant que ben, on est au travail, pendant qu'on est avec les enfants, pendant qu'on est peu importe en train de faire une randonnée ou quoi. Euh, Tu peux tenir tes positions, t'es pas sur 2-3 minutes de position. Non, effectivement, le but c'est que bon, déjà on peut pas trop concurrencer les fonds d'investissement sur du scalping, donc c'est pour ça que je vais pas trop sur ce terrain-là. Après, ça serait un casse-tête en backtest, etc. Mais le but c'est que si vous puissiez rentrer dans les positions que je prends et que ça soit pas à la minute près, comme tu dis. L'idée c'est pas que moi uniquement je gagne et que les gens perdent, c'est pas le but. Le but c'est que tout le monde gagne. Il y aura un poil de latence, pas beaucoup, hein, le signal est envoyé automatiquement, donc après c'est à vous d'être quand même plus ou moins rapide, mais bon, c'est des signaux qui vont se porter quelques heures, voire quelques jours, donc c'est pas non plus, on n'est pas au centime près, quoi. Ok, ouais, je vois, donc je vois. Et du coup, en parlant de centimes, donc de capital, pour toi, quel est le capital minimum que tu recommandes pour commencer à être rentable enfin, dès les premières semaines, comme toi tu l'es avec ton robot? Alors déjà, c'est un capital qui est mis à risque, donc il faut que ça soit de l'argent que vous soyez prêt à perdre. Alors on ne perdra pas la totalité, ça n'arrivera pas, mais il faut quand même être prudent là-dessus. Il faut que ça soit de l'argent que vous n'ayez pas besoin et que vous voulez faire grossir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il ne faut pas mettre moins de 3 000 ou 4 000 ou 5 000 $ pour pouvoir faire des beaux chiffres. Je pense que 3 000 $ c'est le minimum pour pouvoir rentabiliser son investissement. Et bien après, plus on a, mieux c'est. Mais après, vous pouvez y aller crescendo en fonction des résultats des premiers mois, par exemple. Ok, et pour les personnes qui ont moins, qui peuvent, parce que je discute avec pas mal de personnes qui me disent, voilà, ou même ça revient souvent dans tes messages, dans tes mails, j'ai pas l'argent, enfin, je peux pas mettre 1000, 2000 euros. Qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes-là? Est-ce que tu conseilles voilà, d'économiser un petit peu tous les mois et d'attendre avant de s'inscrire ou de commencer avec ces 1000, 2000 euros déjà? Non, s'ils n'ont pas 1 000, 2 000 euros, ça sert à rien de faire du trading. À un moment donné, il faut remettre aussi l'église au centre du village. Le trading, c'est faire de l'argent avec de l'argent. Donc non, il faut économiser, assainir ses finances, essayer de mettre plus de côté, peut-être de revoir ses dépenses et après de revenir là-dessus. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça a bien fonctionné pour moi. Et je pense que les gens qui arrivent à penser comme ça, ben, ils ont la possibilité après de créer un patrimoine et faire de la performance. Donc je pense qu'il faut juste pas commencer si vous avez que 500 € à mettre.
Alors, vous pouvez commencer avec 500 euros si derrière vous avez dans l'optique de pouvoir monter à 2000, 3000, 5000, 10 000 derrière. Vous pouvez toujours commencer avec 500 euros pour voir ce que ça donne. Et si vous avez que 500 euros, ça sert à rien. Ok, d'accord. Mais ça, c'est important parce qu'il y en a pas mal qui veulent commencer, bah, notamment avec les propres firmes, hein. Ouais, j'utilise, je paye mon challenge à 25 $ et après, enfin, et moi, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, essaient d'aller vers les propres firmes. Je sais pas si c'est forcément la bonne solution. Mais bon. Euh, Selon toi, est-ce que le trading manuel, j'aimerais qu'on parle un peu trading manuel, trading algo automatisé. Est-ce que selon toi, le trading manuel va disparaître pour les particuliers au profit, on va dire, des solutions comme toi, comme ce que tu proposes là? Ou est-ce que tu penses que ben, voilà, dans les prochaines années, euh, les gens ils vont continuer à vouloir se former pendant des années au trading et vouloir trader manuellement? Bah, le trading manuel va toujours intéresser les gens. C'est ludique, c'est addictif, c'est sympa, quoi. Tu vois, tu prends des positions, tu décides de prendre des positions sur telle ou telle stratégie. Donc ça plaira, je pense, toujours. Euh, Au niveau de tout ce qui est algo, etc., bon, bah, c'est déjà un peu plus à la portée des gens qu'avant. Avec l'intelligence artificielle, ça peut nous aider à coder, ça peut nous aider à avoir des idées, etc. Maintenant, il faut quand même repasser derrière, on ne sait jamais, hein. Moi, je serais incapable de mettre mon argent sur un projet IA sans l'avoir testé 2, 3 mois pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, quoi. Il faut repasser quand même derrière. Je pense que l'IA, c'est un moyen d'aller plus vite, de traiter de la data, d'être plus synthétique et ouais, d'aller plus vite tout simplement, mais ça remplace pas l'humain, en tout cas pas de suite. Et voilà, je pense qu'il y aura toujours un peu plus d'automatisation. Et ça sera toujours la guerre pour trouver des edges, parce qu'il faut trouver ce que les autres n'ont pas trouvé. Il faut exploiter quelque chose que les autres ne sont pas capables d'exploiter ou n'ont pas envie d'exploiter à cause du risque. Donc le nerf de la guerre, c'est de trouver des edges, que ce soit en manuel ou en auto. Ok, ça marche. Ok. Et maintenant, on va parler un peu de transparence. J'ai deux questions, parce que je sais que tu es assez transparent et c'est ta marque de fabrique. Je sais même pas si c'est déjà arrivé dans ton cas, mais si demain ton robot il enchaîne 5 ou 10 trades perdants d'affilée, ce qui potentiellement ouais, est possible, qu'est-ce qui est prévu dans le code pour justement éviter le drawdown trop important? Il y a, En fait, s'il y a des pertes et qu'elles sont dans la méthode, le robot ne va pas modifier sa façon de faire. Chaque stratégie a ses statistiques, ses probabilités. Donc les stratégies que j'utilise, elles ont au moins 70-75% de taux de réussite en règle générale. Par contre, la perte en général pique. Hmm. Donc j'ai un fort taux de réussite, mais la perte est nettement supérieure au gain en règle générale. Donc il y a pas forcément de changement. Il ne faut pas être paniqué. Moi, je veille à ce que ça respecte bien les stratégies et je veille surtout à vérifier si les stratégies continuent de fonctionner. Donc si à un moment donné je vois une stratégie qui fonctionne plus, ben, on la coupera et on essaiera de la remplacer par autre chose. Mais tant que ça fonctionne, on continue quoi. Ok. Et là, tu viens de dire, juste pour être 100% clair, tu viens de dire voilà, généralement la perte pique, qu'elle est supérieure au gain. C'est pas, c'est pas le montant global. Parce que sinon, ton robot est pas Ah rentable. non, 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 non. Non, non, c'est sur mes gains, mon gain moyen est inférieur à ma perte moyenne si je fais de la vente à découvert. Si, Mais tu gagnes beaucoup plus de fois. si je fais de l'achat, ça sera l'inverse. Ma perte sera plus régulière, mais plus petite, mais mon gain moyen sera plus important. Donc, en fait, moi, je vais définir un profil de risque. Je vais dire, bah tiens, sur cette stratégie-là, on a un taux de réussite élevé. Par contre, la perte moyenne est plus élevée que le gain moyen. Donc, c'est rentable, mais quand on a une perte, elle fait mal. Ou alors, un autre profil à l'achat, je perds souvent. Ou alors à l'achat, je perds souvent, 60-70% du temps. Donc ça, il faut l'accepter, mais ça sera dit et exprimé dans le profil de risque de chaque stratégie. Et derrière, par contre, le gain moyen est énorme. Quand je gagne gros. Donc ça, c'est des profils de risque qui sont différents. J'ai plusieurs algos, plusieurs stratégies, et le profil de risque est différent. Bon. Donc voilà. Et puis après, la personne qui s'inscrit pourra choisir sa stratégie. C'est bien ça? Ben, je pense qu'à terme, ce sera ça. Ce sera, voilà, est-ce que tu vas avoir un taux de réussite élevé, gagner souvent, mais quand ça perd, ça fait mal, ou alors perdre souvent et gagner gros, ça dépendra du profil de risque que la personne choisit. Et donc la stratégie sera différente. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut se lancer dans ce genre d'aventure? Parce que j'ai même, enfin, ils ont dû voir, hein, même moi j'ai vu.
euh, voilà, toutes les arnaques qu'il peut y avoir sur des espèces de signaux, des espèces de copy trading un peu malhonnêtes. Qu'est-ce que tu conseilles pour justement pour éviter ou enfin, à quelqu'un qui a peur des arnaques et pour éviter de se faire arnaquer justement? Vérifier la performance de la personne qui vend son service, Et le comment track record, la performance, vérifier les screenshots de gains sur un compte, un seul et même compte. Faut pas qu'il y ait 50 comptes différents. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. Puis après, il faut avoir confiance en la personne. Si tu côtoies la personne, tu sais à peu près ce qu'elle vaut. Si tu la côtoies pas, bah, tu essaies d'apprendre à la connaître avant de potentiellement investir ton argent. Ça va de soi. En règle générale, c'est plutôt de la logique, quoi. Ouais, mais bon, c'est censé être la logique, mais il y a énormément de monde qui se font scammer sur les réseaux ou quoi. Donc la logique, elle est Par claire exemple, et facile pour toi, enfin, Par normale. exemple, moi, je vendrai jamais mon algo. Il est hors de question que je. Déjà pour deux éléments. De un, parce que si je le vends, tout le monde va découvrir ma stratégie et il y aura probablement une érosion encore plus rapide de mon edge. Et deuxièmement, il y a un risque quand tu vends ton algo, si la stratégie s'arrête de fonctionner, la personne ne sera pas en mesure de faire une mise à jour ou de l'arrêter, elle va cramer son compte. Donc, à la fois pour le risque pour la personne et à la fois pour mon avantage statistique à moi, j'ai aucun intérêt à vendre l'algo. Moi, ce que je veux faire, c'est de la gestion. Le temps que je passe les agréments, que j'ouvre un fonds ou une société probablement à l'étranger, eh bien, je veux monétiser mon savoir-faire, tout simplement. Ok. Et après, c'est la performance qui parle, rien d'autre. Toi et tous les track records, tout ça. Ouais, et puis tu testes un mois, deux mois, si tu te rends compte que à la fin ça fonctionne pas, ben, t'arrêtes. Mais ouais, je pense qu'il faut viser un trimestre pour commencer à se rendre compte de quelle performance on peut viser, pardon. Et, euh, et après, par contre, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que si tu trades avec 500, 1000 ou 2000 euros, bah, ta stratégie elle a beau être rentable, mais tu ne rentreras pas dans les frais du coût de ce service-là. Donc aussi, il faut prendre en compte bah, ton service il coûte tant, il faut peut-être tel capital pour pouvoir au moins être flat, quoi. Et si tu veux faire de l'argent, il faut peut-être un petit peu plus. Donc là-dessus, ça, c'est la responsabilité de la personne, parce que moi, je vais conseiller quel type de montant, quel type de courtier, etc. Mais derrière, Et c'est... après, c'est propre à chacun, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et si demain tu ouvres à 1000 personnes, par exemple, et que ces 1000 personnes utilisent ton robot en même temps, est-ce que ben, ça risque, tu parlais d'érosion tout à l'heure, ça risque de saturer un peu la stratégie ou de dégrader les performances? Bon, déjà, j'aurais pas 1000 personnes demain, mais si c'est le cas, il va falloir revoir peut-être certaines choses, mais non, je pense que ce ne sera pas le cas déjà. Mais Ouais. non, je vais sur des actifs qui sont quand même liquides à l'instant T. Donc il y a pas de raison que ça change trop les résultats. Il y a déjà des millions d'opérateurs qui travaillent ces actifs que je travaille. Donc c'est pas 500 de plus ou 200 de plus qui va changer la donne, tu vois. Ok, d'accord. Je pense Ça pas. marche. Et on va dire, on va conclure sur cette question. Est-ce que, parce que tu parlais tout à l'heure des profils de risque, profils de traders, on n'est pas tous la même aversion au risque, tout ça. Est-ce que on peut paramétrer son propre niveau de risque, par exemple être un peu plus agressif ou un peu plus conservateur, entre guillemets, ou est-ce que tout le monde suit exactement les mêmes réglages que toi? Bah, en fait, c'est toi qui prends la position. Donc, moi, je conseille des risques sur ton capital. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Je conseille des risques pour éviter de faire n'importe quoi et perdre de l'argent. Maintenant, c'est possible d'augmenter légèrement un peu, mais si tu augmentes trop, tu vas cramer ton compte. Donc, tout le monde est maître de ses décisions et de son risque. Moi, je conseille des risques réduits pour éviter de perdre de l'argent. D'ailleurs, je vais conseiller des risques qui sont moindres que ceux que moi je prends. Ça va de soi. Mais il est possible de faire un peu plus. Mais pas beaucoup plus. Ah ouais, parce que bah, après, de toute façon, t'as l'ego du cerveau qui te dit, ouais, ça a réussi, ça a marché, du coup je vais mettre plus, ça a marché deux, trois fois d'affilée, du coup je vais mettre plus. Et souvent c'est là que ça pète, non? Ben oui, oui, il faut arriver à gérer la perte et la perte, elle peut faire mal. Donc tout dépend du profil de la stratégie. Si tu perds souvent, ben, il va pas falloir mettre un gros risque. Si tu gagnes souvent, tu peux mettre un peu plus de risque parce que tu sais que ta distribution des gains et des pertes est différente. Ça dépend du profil de la stratégie en fait. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Pierre. Merci bien.